Merci à tous ceux qui ont suivi, je l'espère, avec intérêt ces travaux. Il m'appartient de faire la conclusion et bien sûr, je vais commencer. Déjà, Alexandre nous a stimulé, mais en représentant à nouveau ce rapport qui va donc être disponible à l'issue de cette séance, qui est un beau bébé, comme on dit dans le monde des maternités, puisqu'il pèse son petit poids. Cette année a été une année très productive et je tiens particulièrement à remercier donc tous ceux qui ont contribué à ce travail. Et donc, comme l'a dit Alexandre, nous avons trouvé un titre pour essayer de donner un sens à cette démarche, à cette réflexion partagée, co-construite sur la question des limites de l'assurance. Et nous avons tout simplement postulé qu'il fallait sans doute avoir une assurance à la mesure du monde, ce qui est, certains vont le trouver immodeste. Pour nous, c'est simplement pour re-ancrer les pieds sur terre du monde de l'assurance, parce que j'y reviendrai dans mon propos de fin. Et à ce titre, dans l'introduction, vous verrez que ce que nous essayons de faire passer comme message, c'est que notre métier, c'est un métier de rationalité, et je vais l'illustrer tout de suite, mais j'ai utilisé cette image dans cette préface qui est de dire: nous, les assureurs, nous sommes les arpenteurs du monde. Nous sommes là pour mesurer le monde. C'est pour ça, bien sûr, que nous arrivons à cette proposition de faire une assurance à la mesure du monde. Et vous verrez dans les termes de la conclusion, je pense que le grand sujet que nous avons en travail pour la fabrique elle-même, c'est celui de la complexité. Parce que oui, à la fabrique, nous osons prendre une position qui est d'accepter de travailler sur un sujet vaste, complexe, qui est, à travers le monde de l'assurance, le monde, et nous refusons les démarches simplistes. Et je remercie donc à nouveau toutes les contributions volontaires, non rémunérées, et ça, pour moi, c'est même un moment fantastique que je voudrais faire partager. Alors, je me suis dit, mais puisque c'est comme ça souvent qu'on fait dans toutes ces séquences, conclusion, c'est pour parler du travail qui a été fait, le travail qui nous attend, puis c'est aussi, comme disent les gens de la publicité, c'est le packshot. C'est ce qu'on fait à la fin, voilà, c'est ce que j'ai fait voir le produit. Et je me suis dit, mais comment on va traduire toute cette science qu'on a entendue, etc. Alors je me suis dit, c'est important de donner quelque chose de perceptible, parce que ce document est très lisible. Il est un peu long à lire, donc il faut le lire en plusieurs morceaux peut-être, mais il est très lisible. Et je me suis dit, ça y est, j'ai mon axe, et vous allez voir, c'est à travers une nouvelle... Enfin, c'est pas une nouvelle science, c'est une science que peut-être on ne développe pas assez dans le monde de l'assurance, la tintinologie. Vous savez, ces albums qui sont lisibles par les gens de 7 à 77 ans. Je pense que notre ouvrage est lisible peut-être pas à partir de 7 ans, hein, honnêtement, un peu plus loin, mais voilà, mais jusqu'à 77 et au-delà. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on essaye de percevoir partant de cette histoire de la pandémie, comme le disait Alexandre tout à l'heure. Et je me suis dit, mais c'est intéressant d'aller regarder dans cette histoire du monde racontée à travers des albums d'Hergé, qu'est-ce qu'on peut dire? Et donc, je voudrais vous donner une illustration à travers deux personnages qui me semblent intéressants à voir dans la chronique des albums de Tintin. Le premier personnage, c'est celui qui apparaît dans le Tintin et l'île mystérieuse, et c'est le prophète, celui qui s'appelle Philippulus. Alors, j'ai refait des petites planches pour moi, mais pour ceux d'entre vous, on vous redonnera les éléments. Et donc, dans cette planche-là, on voit apparaître le prophète
qui est un ami en fait du professeur Tournesol, et il est avec un gong et il tape. Vous savez, il y a l'étoile qui est là et qui fait que le goudron fond. Enfin voilà, c'est la fin du monde. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est le châtiment, faites pénitence, la fin des temps est venue. Je suis Philippulus, le prophète, et je vous annonce que les jours de terreur vont venir. La fin du monde est proche, tout le monde va périr, et les survivants mourront de faim et de froid, et ils auront la peste, la rougeole et le choléra. Il n'avait pas à rajouter, à l'époque, il ne pouvait pas l'imaginer, bien entendu, le Covid. Et c'est donc la première vision que nous donne Hergé pour l'humanité, qui est le prophète. Si vous regardez dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être ça d'ailleurs qui a existé avant qu'apparaisse une autre génération dans l'évolution de l'humanité, qui est l'assureur. Et donc dans la saga des albums de Tintin, c'est dans l'affaire Tournesol qu'apparaît le deuxième personnage dont vous parlez. Vous vous doutez qui c'est? C'est Séraphin Lampion, bien évidemment. Alors, Séraphin Lampion apparaît au moment où il y a eu un orage et il n'y a plus d'électricité dans le château de Moulinsart. Et alors, Séraphin Lampion arrive parce que sa voiture lui-même, il avait des soucis. Et il rentre se protéger dans le château du capitaine Haddock. Et le capitaine Haddock lui dit « Mais 1000 milliards de 1000 sabords, est-ce que c'est une façon d'entrer chez les gens? Et d'abord, que venez-vous faire ici? » Ah, ça c'est toute une histoire, dit-il. Et Nestor, vous savez, le majordome du capitaine Haddock, ah, la lumière est revenue. Mais vous voyez comment ça marche. L'assureur arrive, pof, la lumière revient. Donc, on voit apparaître ce personnage, et c'est très intéressant parce que le personnage de Séraphin Lampion va se développer dans toute la série des derniers albums de Hergé. Et donc, je vous lis 2 extraits de planches dans 2 albums suivants. Alors, il explique qu'il a préparé un contrat d'assurance, il dit tout de suite, tu sais, ton assurance est prête, et tu verras, j'ai soigné ça, tu as tout, le vol, l'incendie, la grêle, les chutes d'avion. Vous voyez, c'est donc l'incongru. Et là-dessus, le capitaine Haddock, dans une autre planche, dit oui, toutes, je suis assuré sur la vie, contre les accidents, contre la grêle, la pluie, les inondations, les raz-de-marée, les tornades, contre le choléra, la grippe, le coryza, contre les mythes, les termites, les sauterelles. Toutes, je vous dis, la seule assurance qui me manque, c'est l'assurance contre les casse-pieds. Et bien entendu, ça vise notre ami Séraphin Lampion. Et alors, c'est assez intéressant parce que il y a des gens dans la tintinologie qui ont étudié le personnage de Séraphin Lampion. Et donc je me réfère en particulier à une étude qui a été publiée dans la revue Entreprise et Histoire, qui a été publiée en 2013 et qui a été rédigée par M. Frédéric Garcia, doctorant au Centre de gestion scientifique de l'École des Mines ParisTech, et il fait une analyse du personnage de Séraphin Lampion. Et que nous dit-il? Alors, il dit, et vous allez voir par rapport à ce qu'on a pu dire sur les mythes, c'est intéressant. C'est un personnage banal, inscrit dans son époque et dans une sociologie réaliste. Les pieds sur terre, vous dis-je. Là où les autres personnages apparaissent échappés aux pesanteurs du temps, comme la société, Lampion, lui, est profondément contemporain. Et je pense que c'est un qualificatif qui nous convient bien et qu'il ne nous faut pas rejeter. Mais, que dit ce chercheur? Il nous dit c'est un anti-charismatistique. Alors, c'est quelqu'un qui rejette l'argent, hein, je traduis en français, qui voyait dans l'argent une puissance diabolique et corruptrice. Et il termine en disant « L'avènement de l'assureur, figure idéale typique du petit bourgeois moderniste, ne peut que se heurter aux valeurs héroïques
de courage et de prise de risque, de refus du calcul, qui sont les éléments caractéristiques de Tintin et du capitaine Haddock, qui resteront jusqu'au terme des aventures l'horizon moral de Tintin et de ses amis envers et contre toutes les tendances du monde moderne. Alors, je voulais faire ces points-là parce que c'était pour montrer que la vie dans laquelle nous vivons, ce n'est pas celle des bandes dessinées. Nous coltinons tout de même, comme ça a été dit par les uns et par les autres, de répondre, d'apporter ce besoin de sécurité, de rassurance, etc., de nos contemporains. Nous sommes des hommes, des êtres de chair et d'os, et avec cette volonté, je pense, du côté de la fabrique, de bien remettre au cœur des choses le monde réel. Et ça, c'est un point qui me paraît important quand on va aborder le deuxième volet, donc qui est la suite de nos travaux sur l'innovation, et de ne mettre la finance qu'à sa juste place. Et c'est ça que, je pense, a été le moment initial pour ceux qui l'ont vécu avec Alexandre de la création de la fabrique, c'est cette volonté de redonner, de se réapproprier en tant que communauté de professionnels du monde de l'assurance, la réflexion sur nos métiers en interface avec le reste du monde, en étant ouvert, bien sûr, aux attentes, aux préoccupations des assurés, mais de tous nos contemporains, être une source de propositions. Et c'est vrai qu'il y a une forme de logique. L'année dernière, on a parlé de la confiance, on a poursuivi en parlant des limites, et on s'est dit, comment allons-nous essayer de pousser les limites? Parce que nous pensons, à la fabrique, que la limite, la contrainte, est une source de dépassement. C'est bien connu, c'est pourquoi est-ce que les alpinistes veulent monter en haut des montagnes, c'est parce qu'elles sont là, c'est tout. Et donc, pourquoi voulons-nous déplacer la limite? C'est parce qu'elle est là, et c'est parce que cette contrainte est importante qu'elle nous fait nous-mêmes réagir. Et donc, beaucoup de choses ont déjà été évoquées, mais beaucoup d'autres choses peuvent être sans doute encore évoquées, mais ça va faire partie du travail futur. Un des points qui sera important, je pense, et je l'espère, c'est qu'on sera peut-être en capacité de faire des propositions pour qu'on fasse bien introduire quelque chose qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment développé dans la fabrique, la réflexion sur le temps, la problématique du temps. C'est quelque chose de, je pense, conceptuellement assez compliqué à faire partager. Je vais reprendre le titre d'une note qui a été publiée par un éminent assureur qui s'appelle « L'urgence du temps long ». Je pense que c'est un plaidoyer que je ne peux que partager. Donc, je fais référence à une note qui a été publiée par Pascal Demurger, le directeur général de la Maif, sur l'urgence du temps long. C'est une évidence dans nos métiers. Et je pense que sur ce point-là, j'irai même un peu plus loin que ce qui a été dit tout à l'heure. Notre sujet n'est pas d'être seulement solvable, c'est d'être durable. Durable. Alors, c'est devenu un qualificatif un peu compliqué avec la problématique du développement durable, mais je reprends ça sans le mot développement. Il nous faut que nos entreprises d'assurance soient durables, c'est-à-dire qu'elles intègrent complètement le temps long. Et donc, nous allons essayer d'aborder cette question de l'innovation au-delà de tout ce qui a déjà été évoqué, en allant essayer d'ouvrir les horizons, en intégrant beaucoup la question de l'innovation humaine, ça je pense que c'est vraiment le sujet crucial, et aussi cette question de la durée, du temps long. Et donc voilà des beaux défis. On est en période olympique, donc je dirais pas de sujet, on se reprend la devise olympique pour nous, donc plus haut, plus vite, plus fort. Allons-y pour une nouvelle saison d'activité avec ceux qui voudront. Et puis pour ceux qui auraient des idées pour le sujet du coup d'après, ils sont toujours en liberté de nous faire des propositions, quand bien même dans l'équipe, avec ceux qui travaillent, on a déjà plein d'idées de sujets futurs. Merci infiniment à nos invités qui ont pris la parole. À nouveau, mille merci.
à tous les contributeurs. Et n'hésitez pas à aller sur le site donc, de la Fabrique pour avoir un exemplaire dématérialisé du rapport. Et bonne lecture à tous et bon courage. Merci. Ça réchauffe, pas dans les mains, ça réchauffe.